Allez, on enchaîne pour finir avec Sabine et Mathieu. Donc, la majorité d'entre vous les connaissent, en tout cas surtout les stagiaires du diplôme de prépa physique. Je leur ai demandé, et ils ont accepté encore une fois de bien vouloir faire un petit moment d'échange, parce qu'ils ont eu l'initiative de rédiger un ouvrage qui sortira l'année prochaine. Pas Voilà. tout de suite, c'est sûr. Mais je sais que c'est un sujet passionnant parce que, entraîneur de basket que vous êtes, vous avez tous, à un moment donné, réfléchi sur ah tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme échauffement aujourd'hui. Et le côté redondant de toujours faire la même chose en entrée de séance, c'est un peu chiant. Et en fait, ils se sont penchés tous les deux sur un bouquin où ils vous expliqueront ça mieux que moi. Ils vont présenter différentes routines d'échauffement pour aider tous les entraîneurs qui pourraient se poser ce genre de questions. Tiens, qu'est-ce que je vais faire comme échauffement aujourd'hui? Donc, je les remercie d'être là. Je leur passe la parole. Et puis, après la présentation, comme d'hab, on échange, etc. Merci. Eh bien, écoute, j'ai l'honneur de démarrer. Alors, vous l'entendez, je commence plus à avoir de voix. Donc, l'idée, ça va être que ça va être vous qui allez faire la présentation, en fait. Disons qu'on a besoin de vous pour finir le bouquin. Voilà. Donc, on compte vraiment sur vous aujourd'hui. Donc, la question, elle est là. C'est pourquoi s'échauffer? Donc là, je me retourne vers vous, les entraîneurs ou les préparateurs physiques, et pourquoi on doit s'échauffer? Je vous ai dit, on a besoin de vous. Hein. C'est pour ça qu'on va faire le bouquin, tu vois. On n'a pas commencé, en fait. Allez-y. Pourquoi il faut s'échauffer? Ok. Allez-y, balancez. Ouais. Si gagner les matchs passait que par l'échauffement, je pense que ça aiderait pas mal de coachs. Exactement. Autre? Trafé? Ouais. Bah, on marquera ton nom dans le bouquin, on dira merci pour l'aide dans la partie physio, tu vois. Ok. Donc on est d'accord. En fait, enfin, il y a deux gros points qui vont intervenir. C'est vous l'avez dit, c'est le côté performance, c'est-à-dire optimiser la perf qui vont suivre, et bien sûr réduire le risque de blessure. Donc on va bien sûr rentrer un petit peu dans le détail. On va pas utiliser toutes vos connaissances. Et je vais laisser Mathieu partir sur une petite partie physio, très légère. On va pas trop. On est en fin de journée, simple. Promis, on va aller vite. On va aller vite et l'idée, c'est pas de rentrer dans des concepts très compliqués, notamment très scientifiques. C'est que l'idée du bouquin, d'accord, c'est de faire un bouquin qui soit pratique, ouvert à tous. Et je vais aller dans des gros concepts que même les footballeurs puissent le comprendre. D'accord ? Non, l'idée, c'est que même les athlètes puissent s'en servir. D'accord ? Donc, on va faire quelque chose de très simple. Et je pense que c'est important de rappeler les bases de l'échauffement et de pourquoi on s'échauffe. Je pense que déjà, on s'échauffe parce que le corps, d'un point de vue anatomique, physiologique et psychologique, à l'arrêt, d'accord, n'est pas prêt de réaliser une performance optimale. Si je vous demande aujourd'hui tout de suite de vous lever et de taper un sprint, d'accord, par rapport à ce qu'on a vu ce matin, je pense que ça risque d'être très compliqué d'avoir une économie déjà d'énergie optimale et en plus de ça une performance optimale. Et on s'est amusé avec Sabine un peu à simplifier les différents mécanismes de l'échauffement et on les a classés en deux catégories. Les effets liés à la température et ceux qui ne sont pas liés à la température. Donc les premiers effets qui sont liés à la température, à partir du moment où on s'échauffe, d'accord, le mot échauffement, d'accord, veut dire aussi chauffer le corps. Le premier effet qui est intéressant de repérer, c'est notamment l'augmentation de l'élasticité des tissus musculaires. Alors c'est un grand mot, on va faire très simple. L'idée, c'est d'augmenter tout simplement les amplitudes de mouvement et que ces amplitudes de mouvement puissent être saines à la pratique sportive qui est derrière. D'accord ? Le deuxième point important de cette augmentation de température, elle est liée à la libération du calcium. D'accord ?
Pareil, je ne rentrerai pas dans les détails physiologiques. Si vous voulez voir ça, vous voyez avec Yannis Seri demain. L'idée, c'est tout simplement, cette libération de calcium va favoriser l'augmentation des capacités de force et de puissance et le relâchement et la contraction musculaire des muscles agonistes et antagonistes, ce qui favorise du coup le déplacement à haute vitesse. Et le dernier point qui est important et intéressant lié à l'augmentation de température, c'est la facilitation et notamment la libération beaucoup plus rapide de l'O2, de l'hémoglobine et de la myoglobine dans les muscles actifs. Par contre, il y a un point sur lequel on voulait être vigilant aujourd'hui aussi avec vous, c'est notamment pour certains qui partent sur les campagnes équipe de France sur les étés, ceux qui travaillent avec des jeunes aussi, ceux qui font du sport à haute température. Faites attention parce que l'échauffement, et notamment Sabine, tu pourras plus en détail en parler par rapport à Rio, l'expérience que tu as vécue. Attention parce que l'échauffement dans des conditions de température humide ou à haute température peut aussi avoir des effets délétères sur la performance. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on met aussi en place, lors d'échauffement, des protocoles de régulation de température. Et les derniers effets liés à la non-température, cette fois-ci, que vous avez très bien dit, l'augmentation de la fréquence cardiaque et du débit sanguin, la déviation du flux sanguin vers les muscles actifs, l'augmentation du rythme respiratoire et bien sûr l'amélioration de l'apport énergétique potentiel. Tout ça, c'est les points physiologiques liés à l'échauffement. Il y a un point qui pour moi est primordial et pour Sabine aussi par rapport à toutes les discussions qu'on a eues, que vous n'avez pas évoqué, c'est l'impact psychologique de l'échauffement. Tu l'as dit ? Exactement. Par rapport à nos différentes expériences, et je pense que tous mes collègues dans le milieu professionnel pourront en parler aussi, on a des joueurs, des joueuses qui passent de la vie scolaire. J'ai mis de la vie gaming, ça parlera à beaucoup, je pense, notamment des joueurs qui passent leur vie sur l'ordinateur ou sur les plays et qui arrivent à l'entraînement en ayant passé toute leur journée allongée dans un canapé. De la vie familiale aussi. Manu t'en a très bien parlé hier, des joueurs qui ont des enfants, qui arrivent après les avoir posés à l'école et qui sont levés depuis 8 heures du matin, alors que certains autres sont réveillés depuis 30 minutes. Ils arrivent tous à ce moment-là à l'entraînement pour passer donc d'un statut léthargique à un statut actif, à leur travail et à la perf. Et ça, là-dessus, l'échauffement, la préparation physique et notamment les routines individuelles qu'on va vous présenter derrière, ont un vrai impact sur la concentration et la préparation à l'effort. Donc voilà, on a fait très rapide sur la partie physio, parce que ce n'était pas le but de s'étendre dessus. L'idée de l'échauffement, c'est tout simplement de favoriser la performance et de réduire les blessures par la suite. C'est pour moi, là. C'est pour toi. Donc le deuxième point que vous avez cité, qu'on a vu tout au début, c'est la réduction des risques de blessures. Je pense même que c'est le premier point que tu as dit par rapport à ça, risque des blessures. Alors même si aujourd'hui au niveau, on n'a pas vraiment de preuve directe que l'échauffement a un impact sur les blessures, par contre on sait que par rapport à tout ce qui se passe, c'est-à-dire l'augmentation de l'élasticité musculaire, la contraction, le relâchement musculaire, la coordination muscle agoniste-antagoniste, ou ces augmentations de capacité sur la force ou sur la puissance vont avoir automatiquement un impact sur la blessure. Et on l'a dit, par rapport à la réactivité, tout ce système aussi qu'on a autour de l'équilibre et de la proprioception articulaire. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. Donc malgré, je veux dire, tout ce qu'on vient de dire, en fait, on sait que l'échauffement, c'est un problème. Enfin, moi, je l'ai vécu dans toute ma carrière. En général, les entraîneurs, c'est vas-y, fais l'échauffement parce que voilà, quoi, c'est le truc relou. Pour les joueurs, c'est pareil, c'est le truc relou, c'est le truc qui est difficile à mettre en place. Et pourtant, donc, comme on vient de vous le dire, c'est vraiment important. La réflexion de moi de ce bouquin, elle vient de la Russie. Donc pendant mes 6 années où j'étais là-bas, je vais vous la raconter vraiment rapidement, hein. Quand j'ai quitté l'USVO, j'étais préparateur physique de l'équipe, mais j'avais jamais fait un échauffement, mais vraiment. Et quand on faisait une séance physique, c'est pas moi qui échauffais, c'était les coachs, parce que j'étais pas capable. Je vous le dis franchement, j'étais pas capable de gérer un groupe, parce que je savais très bien faire du 1 pour 1, mais j'étais incapable de gérer 12 joueurs sur un terrain. Et donc j'étais incapable d'échauffer un groupe.
Et je suis arrivée en Russie et la commande était claire. C'est le premier rôle de mon poste était échauffement à tous les entraînements. Waouh! Et là, je me suis dit, putain, va falloir que je me tape tous les échauffements. Et là, le truc, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes parti, là, vous avez toujours votre petite batterie d'échauffement. Hein. On en a 2-3 toujours dans la poche. Donc, voilà, nous la partie. En plus, en anglais. Mais bon, on ouvre la partie. Puis, au bout de 2-3 fois, vous dites, putain, si je fais ça toute l'année, je pense que je vais me faire virer, quoi. C'est obligé. Les joueuses, elles vont m'accrocher au mur. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de réflexions par rapport à ces échauffements. Et j'ai passé des heures, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai passé des après-midi entières à travailler sur l'échauffement de 15 minutes. Et au-delà de ça, une autre réflexion qui est arrivée, c'est, ça j'entends souvent par rapport à vous, vous nous dites, ouais, vous les pros, vous avez de la chance, vous entraînez tout le temps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En prépa physique, tu as de la chance, tu peux faire. Et en fait, c'est archi faux. C'est ce qu'a dit Manu, c'est quand tu es sur une équipe avec 2 matchs par semaine et qu'en plus tu te coltines les déplacements, je vous garantis, il n'y a pas de place pour la prépa physique. C'est-à-dire que ça ne rentre pas en compte. Donc le seul moyen où je me suis dit je peux exister, parce que vous savez, vous me connaissez maintenant, j'aime bien exister dans l'équipe, c'est l'échauffement. Il me reste l'échauffement. Et donc à partir de là, c'est comment je peux monter ma planification de prépa physique avec mon petit échauffement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire plein de choses à travers l'échauffement. C'est-à-dire je pouvais faire du renfort, je pouvais faire de la vitesse, je pouvais faire... Enfin voilà, même je pouvais faire de l'aérobie, je pouvais faire plein de trucs. Et donc je suis partie là-dedans. Et c'est là que je me suis dit, tout ce que j'ai marqué dans ce bouquin, donc pendant ces 6 années, où en plus j'ai eu cette envie de vouloir toujours renouveler mes échauffements et pas présenter la même chose, parce qu'on en a parlé de l'impact psychologique, mais c'est important aussi de ne pas rester non plus trop dans des routines. Donc je suis partie là-dedans. Ensuite, je vais te laisser, je pense que par rapport à la rencontre que j'ai eue avec Mathieu, je vais te laisser enchaîner sur ce que tu as vécu à Saint-Chamond. Donc ouais, une fois moi, avoir fini mes études, donc dans mes diplômes de master, etc., je suis arrivé au diplôme de préparateur physique ici à l'INSEP, et j'ai rencontré Sabine, et dès le premier cours, ça a été, on va dire, le coup de foudre, on va dire ça comme ça. Ça a été très houleux, mais très vite, on a vite sympathisé, on a vite échangé, et on s'est rendu compte qu'on avait la même vision autour de cette notion d'échauffement. Et puis après, je suis parti dans le milieu professionnel et je me suis rendu compte très vite que, dans tous les cas, le préparateur physique a la place que le coach lui laisse. Et dans l'ensemble de mes expériences que j'ai pu avoir, que ce soit sur de la Nationale 3, Nationale 2, Nationale 1 et de la Pro B derrière, les coachs me laissaient que les échauffements. Que les échauffements. Très vite après, bien sûr, il y avait des plages de préparation physique, mais c'était le seul endroit où je pouvais exprimer, où je pouvais m'exprimer en termes de créativité et en termes de développement. Et c'est là que surtout je me suis rendu compte du néant, et que je suis tombé avec des coachs qui, en échauffement, jetaient la balle au milieu et leur disaient c'est parti, on fait du 5-5. Et sur des joueurs pros, ça fait bizarre. C'est là qu'on se dit il y a quand même du travail. Et puis en plus de ça, je suis arrivé dans des clubs où les joueurs arrivaient l'entraînement à 17h, arrivaient à 16h45 pour s'habiller, discuter et commencer quand le coach jetait la balle au milieu. Et là, pareil, il y a eu des grosses réflexions sur lesquelles j'ai discuté avec les joueurs, avec les coachs, pour savoir maintenant qu'est-ce qu'on met en place. On en a beaucoup discuté avec Sabine, et ce qui était flagrant, en fait, c'est que les joueurs ne sont pas accompagnés par rapport à cette routine individuelle qu'on pourrait mettre en place. On a discuté avec Manu, les joueurs viennent 1 heure à l'Asvel avant l'entraînement. C'est une chance, très clairement. C'est pas comme ça dans beaucoup de clubs. À Saint-Chamond, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est que les joueurs viennent 45 minutes avant, mais c'était à leur bon vouloir, et ça, c'était malheureusement pas appuyé par le staff, etc. Mais certains joueurs comprenaient vraiment l'intérêt de ces routines individuelles, et la façon dont on mettait en place les routines individuelles, on s'adaptait aux besoins du joueur au quotidien. Et on essayait, très clairement, parce que quand vous avez 2 entraînements par jour, et vous avez les joueurs tous les jours, et ben on essaie à un moment donné aussi de mettre du fun dans l'entraînement. On essaie de mettre du fun dans l'échauffement pour casser un peu cette routine-là. Je prendrai un exemple qui pour moi est assez drôle et qui évoque de l'année dernière. On part à Saint-Quentin, match crucial pour le maintien, échauffement veille de match avant entraînement.
l'entraîneur me dit bon, on sort du bus, ta carte blanche, il faut que tu me changes un peu l'état d'esprit d'équipe, pas de souci. On a Saint-Quentin, parfait. Saint-Quentin, c'est une super ville. En plus, il n'y a rien à faire. Le gymnase, enfin voilà, il n'y a rien à faire. Par contre, dans le gymnase, il y a des ballons de volley parce que les filles jouent en première division. Je vois les ballons de volley. Qu'est-ce que je fais? Je prends le ballon et puis on fait un dodgeball en échauffement, sans contact, bien sûr. L'entraîneur vient me voir et me dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et je lui montre le terrain et je lui dis bah regarde, les joueurs ont le sourire, les joueurs s'éclatent, il n'y a pas de contact, il y a du travail d'appui, ça communique. Derrière, l'entraînement s'est très bien passé. Bon, on gagne le match, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait descendu en N1. Tout ça pour dire que, à force de faire toujours la même chose, les joueurs s'ennuient. Et il suffit juste de ramener un peu de jeu dans l'échauffement, de ramener un peu de fun, de ludique. Et tout de suite derrière, l'impact de monter en température est bien plus importante. Amusez-vous à mettre en place des jeux, par exemple des loups touche-touche, d'accord, des passes à 10, etc. Bien sûr contrôlés, bien sûr adaptés, bien sûr de façon progressive, mais amusez-vous à faire ça, ne serait-ce qu'à même avec des adultes. Vous allez très vite voir que l'augmentation de la température qu'on recherche lors d'un échauffement va être très rapide. Et le dernier point qu'on s'est rendu compte avec Sabine aussi, c'est que c'est sur les routines individuelles, donc avant l'échauffement, et ben, il y avait finalement peu de joueurs qui en avaient. Ceux qui en avaient, c'était toujours les mêmes routines. Et il n'y avait pas pareil d'adaptation et de régularité, de fun, de nouveauté. Et donc c'est là qu'on a commencé un peu à réfléchir à ce bouquin-là pour avancer sur un bouquin qui est très pratique, de fiches, presque une boutique. Vous êtes sur un site internet, vous cherchez un travail de mobilité de cheville, hop, vous cliquez dessus, votre kiné, votre préparateur physique, vous dites que vous avez un déficit au niveau de la jambe droite en termes de force, hop, je clique dessus et vous avez votre routine. D'accord? Ça va être vraiment la construction du bouquin qui va se faire un peu comme ça. Tu as déjà répondu en partie à la question. Donc pourquoi un livre? Donc moi ça va faire mon deuxième, enfin j'attaque mon deuxième livre puisque j'avais écrit Gainage pour tous avec Jérôme Bécry. Et pour moi un livre avant tout c'est une aventure humaine, donc c'est aussi pour ça que je voulais pas partir seul dans l'aventure. Donc on s'est trouvé avec Mathieu. L'idée aussi c'est de partager cette expérience qu'on est en train de vous dire, c'est-à-dire ces réflexions qu'on a eues et de pouvoir les faire partager. Clairement faciliter le travail des entraîneurs et accompagner le joueur. Donc, c'est ce qu'on vient un peu de vous expliquer. On va pas vous mentir, on était vraiment parti au départ sur l'échauffement collectif, étant donné que vous savez aussi que ça évolue très très vite et qu'aujourd'hui, la préparation physique individuelle, elle est vraiment axée sur les routines. On le voit dans l'épaule, on le voit sur la prévention des blessures. C'est un truc qui ressort énormément, la prévention les routines d'échauffement. Donc il nous a semblé évident qu'il fallait commencer par ça. Donc on est parti sur une revue de tout ce qu'on pouvait faire sur des routines d'échauffement. Je vais vous expliquer un petit peu après. Et donc dans un deuxième temps, cet échauffement collectif, d'ailleurs, il faut qu'on parle encore avec Fortrainer parce qu'ils voulaient faire un seul bouquin. Je pense qu'on va être parti sur 2 bouquins, à mon avis. Mais donc ça, ça sera encore une discussion. Fais-moi la suivante, Mathieu. Comment structurez-vous vos routines d'échauffement? Ouais, donc ça va être pour vous, ça. Donc, c'est comment vous voyez, vous, ces routines d'échauffement? Comment vous les structurez? Qu'est-ce que vous retrouvez dans vos routines d'échauffement par rapport à ce qu'on vient de vous dire? Non, la plus... Par quoi tu commences? Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans tes routines? Qu'est-ce que tu mets dans tes routines, en fait, tout simplement? Non, individuel. Qu'est-ce que demain, tu es un athlète, d'accord? Avant ton échauffement, qu'est-ce que tu retrouves dans sa routine individuelle de préparation? Est-ce que tout le monde a entendu? Non, pas du tout.
Surtout qu'il est parti, là, je peux vous dire. Je pense qu'on va lui consacrer un chapitre, hein, Yanis. Non. Là, c'est bon. Ok. En fait, je disais que moi, mes échauffements sont très protocolisés. J'en parlais justement avec Manu. On a d'abord une première phase d'élévation de la température corporelle. Après, généralement, je mets une phase de mobilisation et d'ailleurs une phase de potentiation, en fait. Et la phase de potentiation, en fait, c'est ce que je veux travailler à travers mon échauffement. Donc là, pour le coup, je sais qu'on a la même réflexion par rapport à ça. Étant donné qu'en saison, c'est difficile, notamment nous, dans notre contexte au Pôle France, où c'est la machine à laver. Hein. Dès qu'il y a un groupe qui part, il y a un autre qui revient, et c'est ça toute la journée. De travailler des qualités physiques comme la vitesse pure, comme l'accélération, comme des choses comme ça, en fait, je travaille dans mon échauffement. Et en fait, j'ai créé une planification à l'année où, en fonction du moment de l'année où on va se trouver, eh ben, j'ai mes phases de vitesse, j'ai mes phases d'accélération, j'ai mes phases de décélération, j'ai mon travail de pied, et en fait, planifié à l'année. Et en fait, c'est ma phase de potentiation, ce que j'appelle la phase de potentiation, que je vais planifier à l'année, en fait. Mais il y a toujours une phase d'élévation de la température corporelle et une phase de mobilisation qui est généralement classique, quoi. Donc voilà, pour répondre à la question. Bon, voilà, il n'y a plus personne qui veut parler derrière. Bah écoute, on est pas mal, hein, je pense. On n'est pas trop mal. On est pas mal. Nous, on est parti, c'est notre partie, bien sûr. Yanis, tu comprendras aussi que l'idée est aussi de rendre le truc très simple pour que les joueurs, parce que c'est aussi ces routines d'échauffement, on les veut individuelles, on veut que les joueurs puissent les prendre, comment on dit, se les accaparer et pouvoir les utiliser. Donc on a fait des choses simples, mais on retrouve tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que pour nous, on avait envie de mettre 4 catégories dans ces routines d'échauffement, c'est-à-dire mobilité, souplesse, on voulait retrouver ça. On voulait trouver ce que tu as appelé potentialisation, qu'on nous on a appelé renforcement ou activation musculaire, parce que je pense qu'on peut peut-être mettre une similitude avec ce que tu as dit. On a vu un autre point qui nous paraissait important, qui est ce qu'on a appelé l'équilibre et la proprioception. Et après, on a mis un dernier point qui est pour nous l'agilité et la coordination. Donc c'est 4 facteurs que vous allez retrouver d'une manière récurrente sur toutes nos routines, mais d'une manière différente, et on va vous expliquer un petit peu comment on s'y est pris. L'idée, c'était aussi de faire des fiches. Demain, vous êtes joueur, je dis n'importe quoi, en National 2, vous êtes joueur en région, vous êtes un jeune, vous n'avez pas de préparation physique dans votre club. Comment je peux me préparer physiquement à être performant au basket ? Je me suis fait une entorse de cheville. Comment je peux, avant, bien sûr je suis rééduqué et tout va bien pour la pratique, comment en fonction de cette pathologie-là, je peux bien m'échauffer correctement pour bien sûr éviter les récidives et être performant en basket. Et toutes ces fiches-là vont être construites pour justement que, en tant que joueur, vous puissiez créer votre routine et la mettre en place tout de suite avant votre entraînement, même si vous n'avez pas de préparation physique intégrée dans votre entraînement, dû tout simplement parce que vous êtes en club amateur et que tous les clubs ne peuvent pas payer un préparateur physique ou n'ont pas accès à une salle de musculation. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir inclure la préparation physique dans l'échauffement. Alors, grosse question. Donc, je vais reprendre juste très rapidement les 4 points qu'on veut développer dans nos routines. Donc, vas-y, mais mobilité, souplesse. J'ai juste envie de vous poser une petite colle. Yanis, tu te tais. C'est quoi la différence entre mobilité et souplesse ? Antoine, tu te tais aussi. Alors, la souplesse, pour moi, c'est une partie de la mobilité, sachant que la mobilité, c'est général, ça inclut aussi le contrôle moteur et la mobilité articulaire aussi, pas seulement les amplitudes musculaires. Donc voilà, j'aurais dit la souplesse fait partie de la mobilité. Prérequis, comme dirait Antoine ou... Ouais, ça. Okay, oui, vous avez fait la définition, j'ai pas besoin de le faire, c'est parfait. Vous avez dit que vous allez travailler un peu à notre place. Vas-y, de toute façon, ça a été fait, donc c'est bon. Nous, je pense que maintenant, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est important de la retrouver dans l'échauffement ou dans nos programmes de préparation physique, pour plein de raisons. Et entre autres, le fait qu'on a des vraies problématiques de mobilité. Moi, je vois chez les jeunes, on en a parlé encore ce matin, mais on a des gros problèmes de mobilité. Donc, je pense que c'est un truc qui doit revenir, que ce soit pour la performance ou que ce soit pour la prévention des blessures. Je vous rappelle juste qu'il y a pas mal d'études qui sont sorties, qui ont montré des corrélations entre, par exemple, le manque de mobilité de cheville et les tendinopathies rotuliennes, ou manque de mobilité de hanche et tendinopathies rotuliennes. Voilà, je peux vous en sortir plein comme ça. Il y a toujours, à un moment donné, sur des manques de mobilité, des compensations qui ont lieu au niveau du corps et qui vont créer à long terme, des compensations pathologiques.
Le deuxième point, tu voulais rajouter un truc, Mathieu, on est bon? Non, sur cette notion de mobilité, on a aussi tout ce qui est bien sûr les étirements, qui aujourd'hui, je pense, n'est plus un débat. Enfin, j'espère dans cette salle. J'espère que c'est plus un débat aujourd'hui par rapport à est-ce qu'il faut s'étirer ou pas. La vraie question, c'est quand et comment. Dans nos fiches, on a réfléchi à des fiches aussi autour de ces étirements-là, des étirements qui sont réalisés avant, d'un point de vue ne serait-ce que gain déjà de mobilité ou de souplesse, sur des étirements, sur des fiches à réaliser en dehors des compétitions, mais aussi des fiches activo-dynamiques sur des fiches qui seront à réaliser pendant vos échauffements pour vous préparer à l'effort et avoir ce gain de mobilité et cette activation cardiovasculaire, cette montée de température, comme disait Yanis, et aussi des fiches après l'entraînement. Ce sera les seuls d'ailleurs qui seront à cette optique-là, pour déjà regagner l'amplitude articulaire classique, mais aussi pour favoriser la récupération, la détente musculaire et potentiellement le gain de souplesse sur des étirements réalisés en dehors des phases d'entraînement. Voilà. Donc ouais, on va pas passer, voilà, exactement. Donc la deuxième qualité qu'on voulait retrouver, c'était ce qu'on a appelé le renforcement musculaire ou l'activation musculaire. Moi, je pense que c'est vraiment important pour démarrer, pour tout simplement monter aussi en température. Ça fait partie des choses, que ce soit l'utilisation des différentes force puissance, force explosive, force endurance. De toute façon, ça, c'est des notions de force qu'on retrouve dans la performance. Cette notion d'activation des muscles posturaux, maintenant, ça y est, on est tous d'accord pour en parler, c'est-à-dire que l'importance de ces muscles posturaux dans la prévention des blessures et dans même la performance. Je ne vais pas vous faire l'affront de recommencer sur les fixateurs d'omoplates, sur les muscles du tronc, le transverse, etc. etc. Ces notions de force préventive, que moi j'appelais force préventive, qui sont les régimes de contraction, particulièrement excentriques. Et enfin, les équilibres agonistes et antagonistes. Donc ça, c'est pour la partie qui nous pensait indispensable sur la notion d'activation musculaire. Tu vois autre chose? J'aime bien l'idée de Yanis de potentiation, justement. Ouais, on a trop longtemps enlevé, en tout cas eu peur peut-être de mettre de la notion de renforcement ou de force dans l'échauffement. On a bien entendu, on ne parle pas ici de force maximale, d'accord. On parlerait presque de force fonctionnelle. De force, on utilise bien sûr de la force isométrique, mais pas de la force isométrique maximale. On utilise bien sûr de la force concentrique et excentrique, mais pareil, pas à visée maximale. On est plus vraiment sur de l'activation musculaire et nerveuse pour permettre à l'athlète derrière de performer lors de son entraînement, lors de son match. Et tous ces gains-là de 15-20 minutes, parce que nos fiches sont construites sur 15-20 minutes, et réaliser 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, finalement, c'est mieux que rien. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on est en club, qu'on a 2-3 entraînements, voire des fois qu'un entraînement, et qu'on souhaite en tant que joueur, en tant qu'athlète, finalement peut-être prendre soin de son corps, se développer pour améliorer ses performances, c'est déjà un bon début. Yanis faisait aussi tout à l'heure le parallèle sur les séances en musculation. Combien on a vu en tant que préparateur physique d'athlètes arriver et s'échauffer avant de faire du développé couché sur du développé couché, barre à vide, monter progressivement, sauf qu'il y a tellement de choses à faire avant. Combien maintenant que moi je monte des salles de sport, je vois des gens arriver dans les salles de sport et tout de suite développé couché, 80 kg, bonjour, et arrêt qui vont voir nos amis les kinés. Voilà, il y a aussi toute une réflexion autour de l'échauffement dans sa globalité, que ce soit avant l'entraînement de basket, avant l'entraînement de course à pied, avant l'entraînement de musculation, avant tout type d'entraînement, tout simplement. Autre question, et on va voir, pareil bien sûr, mes collègues ne répondaient pas. Quelle est la différence pour vous entre l'équilibre et la proprioception? Allez, Sébastien. Sur la proprioception, il y a absence de contrôle visuel? Pas que. Mais c'est déjà un bon début. Et équilibre milieu instable?
Non, il y a la notion de repère dans l'espace, avec, Dans lequel? dans la proprioception. Tu peux me définir la proprioception? C'est un piège. Justement. Franchement, ouais. Il n'y a pas de question piège, hein, c'est juste pour qu'on parle de la même chose après, c'est tout. Ou la définition de l'équilibre alors? Bah, c'est pouvoir comment dire, avoir la notion de son corps dans un espace. Équilibre ou Non, proprioception? proprioception. Ouais, voilà. On est d'accord? Proprioception, on est d'accord. Tout ce qui est sens kinesthésique, capacité de percevoir son corps dans l'espace. J'ai ma main qui est ici, par différents capteurs, je sais qu'elle est là, d'accord, et qu'elle n'est pas posée sur mon genou, tout simplement. Différence avec l'équilibre, c'est-à-dire que je prends tout simple. Si je me mets sur un pied ici, je fais de l'équilibre, je travaille de la proprioception. Si je ferme les yeux, je fais l'équilibre, je travaille de la proprioception. À votre avis? Personne? Les deux? Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a tout ce qui est contrôle du tronc, donc pouvoir s'équilibrer, mais en même temps, il y a l'ensemble des informations des effecteurs qui reviennent au cerveau pour pouvoir s'équilibrer aussi. Très bien. Je fais rapidement, tu as parfaitement raison. Dans les deux cas, on travaille les deux. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, l'équilibre, ça englobe la proprioception. D'accord. Dans l'équilibre, on y intègre bien sûr tout le système visuel, toute l'oreille interne et tous ces systèmes, tous ces récepteurs qui envoient les informations au cerveau. D'accord. Quand on parle du système proprioceptif purement, on parle que du côté kinesthésique et des afférences qui sont envoyées au cerveau. D'accord. On enlève le côté visuel et le côté de l'oreille interne. Voilà. Donc on parlera plus simplement d'équilibre dans sa globalité. L'idée de l'échauffement, pourquoi intégrer de l'équilibre dans l'échauffement? Déjà, bien sûr, pour activer le système kinesthésique et activer toutes les informations qu'on peut remonter au cerveau. On différencie deux systèmes. Un système statique qui est basé sur des feedbacks. Par exemple, je suis debout, d'accord. J'ai le vent qui me pousse à droite, à gauche, d'accord. J'ai mon corps qui bascule. Mon corps et mon cerveau ont intériorisé des feedbacks je prends des feedbacks, d'accord, et mon corps tout simplement réagit à ces feedbacks-là pour y rester en équilibre, d'accord. Et un système dynamique qui est plus basé sur les feed-forward. Tout simplement, je suis en activité, d'accord, je cours, je tombe, je me fais une entorse de cheville, je tombe, j'ai ma cheville pardon, qui tourne. Mon corps n'a pas, l'influx nerveux j'ai pas le temps tout simplement d'y réagir. Ce qui va me permettre de sauver ma cheville ou de sauver mes articulations, c'est l'ensemble du travail que j'ai mis en place en amont, d'accord, que ce soit par du renforcement musculaire, que ce soit par du travail d'équilibre, du renforcement du travail de pied, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure avec Guillaume Tanon, qui va me permettre de mettre en place des afférences beaucoup plus rapides. Et tout ce travail d'équilibre va me permettre aussi, bien sûr, un maintien postural, de la stabilité articulaire et une meilleure représentation de mon corps dans l'espace, que ce soit les yeux fermés ou les yeux ouverts. Pour vous, pourquoi l'agilité et la coordination doivent être inclus dans l'échauffement? Oui, non? Non? Oui? Pourquoi vous intégreriez l'agilité et la coordination dans l'échauffement? Pardon, j'ai entendu. Ouais. Ouais. Il y a la composante cognitive qui rentre en compte dans l'agilité qui est importante dans l'activité qu'on fait dans le basket. Ouais, très bien. On en a beaucoup, alors c'est drôle parce qu'on a beaucoup échangé dessus encore hier avec Xavier, on n'était pas d'accord sur ce sujet-là. Pour nous, l'agilité et la coordination, donc ça rentre, on la met en dernier pour la simple et bonne raison qu'il y a une notion de mobilité, il y a une notion de force, il y a une notion d'équilibre,
Et quand on parle de tous ces focus-là, de toutes ces qualités-là, finalement, il y a une chose qui revient, c'est la capacité à se mouvoir le plus rapidement possible, le plus fort possible, et en étant équilibré. Tout simplement, la première chose qui nous vient en tête, nous, c'est un léopard. Alors Sabine était plus sur un chat. Moi, j'ai préféré le léopard. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir. Vous avez tous vu des vidéos sur les réseaux où, par exemple, on voit un chien sauter au-dessus de gobelets, et il explose tous les gobelets, et puis un chat qui passe au-dessus, et avec une telle aisance, et finalement, il ne touche rien. On a tous vu d'ailleurs des vidéos de Tony Parker en train de driver, de crosser, et puis après finir au cercle tout seul. Bah, finalement, est-ce que c'est pas ça l'agilité? Est-ce que c'est pas ça la coordination? Est-ce que c'est pas ça la performance derrière aussi? En tout cas, la performance qu'on voudrait peut-être atteindre. C'est pour moi, t'as parlé un peu de trop là. On aurait tendance, juste une question par rapport à ça, on aurait tendance à vouloir toujours codifier la posture, faire attention à comment on est, alors qu'au final, on pourrait laisser justement aller le corps dans tous les sens, parce que finalement, c'est ce qui se passe avec l'effet de surprise en match, etc. Et si on travaillait ça en amont, est-ce qu'on ne diminuerait pas derrière aussi le risque de blessure, ou on n'activerait pas plus un corps? C'est une question. Tu veux répondre? Il Il y a différents courants qui commencent à arriver par rapport à ça. Je pense notamment, parce que c'est l'image que je vois, tout le courant Animal Floor, qui permet en fait, lors des échauffements, aux personnes de se mouvoir sur des mobilités complètement absurdes, dans des postures de gainage hyper importantes. Et finalement, je te rejoins sur certains points. Il faut entraîner les gens, il faut les habituer aussi à bouger. D'accord ? Par contre, ça ne veut pas dire les faire bouger dans n'importe quel sens, parce qu'à un moment donné, il faut aussi prévenir des blessures. D'accord ? On est sur des activités qui sont quand même codifiées sur certains mouvements. À nous de les entraîner à haute vitesse, en sécurité. Non, franchement, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu as raison sur le fond, mais à nous de codifier. Moi, j'ai fait aussi pas mal de trucs en entreprise sur la prévention des trucs du dos, là, tu sais. J'ai passé des années à expliquer aux gens qu'il fallait se baisser pour ramasser les caisses. Sauf que quand tu passes dans l'entreprise et que tu vois les gens travailler, tu te dis que ton discours, il a aucun intérêt parce qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est juste, tu le fais une fois, 2 fois parce que tu y penses. Et quand tu es à la 6e heure de travail et qu'il faut remonter le carton du bas, bah, comme tout le monde, on baisse et on fait le truc. Donc c'est plutôt trouver les solutions pour te permettre de supporter la charge que tu vas porter sur ton dos pendant 6 heures, même si c'est pas tout à fait bien fait. Tu vois, et là, je te rejoins complètement. Mais après, on parle aussi d'échauffement. Mais ça n'empêche que, oui, je pense que... Mais on avait parlé, je sais plus quand, d'intelligence sportive, nous, avec nos préparateurs physiques. Mais on est là-dedans aussi. C'est-à-dire, c'est les préparer aussi à réagir à ce qui peut arriver. Ouais. Et puis si je reste persuadé que si tu donnes un panel de mouvements à tes athlètes, que ce soit en termes de gain de mobilité, en termes de force, en termes de coordination et d'équilibre, finalement, tu leur donnes aussi un panel de mouvements, quoi, et de liberté de mouvement. Je peux complètement. Ça répondait un peu à ma question, parce que c'était justement, je me posais la question, c'était pas le moment, justement, les échauffements pour placer plus de schémas moteurs, plus de motricité, parce qu'on parle d'hyperspécialisation, qui va entraîner les blessures, et à un moment donné, d'ouvrir des panels et de profiter aussi de ce temps-là, peut-être, pour pouvoir le faire. Et on est en plein dedans, c'est juste pour ça qu'on a voulu créer, entre guillemets, ce chapitre agilité, coordination, et qu'on a créé ces fiches pour pouvoir aller rechercher dedans, et voilà, tout simplement. L'idée du bouquin et des fiches n'est pas du tout spécifique au basket. Elle est spécifique à la personne. Ouais. Et on en revient à la toute première intervention d'hier matin, oui. Je suis perdu dans les jours avec Thierry. On n'entraîne pas des athlètes, on entraîne des personnes. Et donc pour aller plus loin, et ça va tout de suite partir sur la deuxième. Donc après, on a regroupé nos fiches par cartographie, c'est-à-dire que on va pas rentrer vraiment. J'ai pas envie de rentrer dans le détail là, parce qu'on a déjà pas mal parlé. Mais en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de les mettre par région. Alors, c'est réducteur aussi un petit peu. Mais en fait, donc, je vous explique la cartographie. On a créé des fiches par les régions. Donc, on a cheville et pied, on a région du genou,
On a région de la hanche, région du tronc, région de l'épaule. On a pris les principales régions pour faire nos fiches. Donc vous allez retrouver mobilité, renfo, activation, appelez-le comme vous voulez, équilibre proprio et agilité et coordination. Et donc on a pris ces régions-là. Pour nous, l'idée, parce que c'est ça la plus difficile. Quand nous, on est préparateur physique, justement, tu fais ton échauffement, tu sais ce que tu attends. Là, le truc, c'est qu'il faut préparer un truc pour tout le monde, et tout le monde est différent. Et l'idée, c'était de trouver un peu, de pouvoir avoir un choix, laisser à l'athlète de choisir ce qu'il avait besoin. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a fait ça, des fiches par mobilité, des fiches potentialisation, des fiches agilité, des fiches par région. Comme ça, on va aller chercher. C'est-à-dire que si demain, un gamin a l'impression que, par exemple, il a une difficulté au niveau de la cheville, si je prends par cartographie, il peut aller chercher nos fiches sur la cheville et engager tout son processus avec ça. Vous voyez, il peut aller taper là où il veut, en fait. Et donc, il peut créer complètement sa fiche. Donc, il n'y a pas une fiche à l'identique, c'est les fiches vont être totalement individuelles et les gens vont aller piocher dans nos fiches pour créer la fiche d'échauffement. Je ne sais pas si j'étais clair. Je reprends l'exemple juste avant du LCA. Vous avez un joueur qui revient, vous êtes coach, vous n'êtes pas préparateur physique, donc pas spécialisé dans des retours de blessures aussi. Vous avez un jeune qui revient d'une rupture, même d'une ligamentoplastie. Tout le monde vous dit que c'est bon, il peut reprendre. Vous voulez mettre quand même une routine en place autour de ça. Vous pouvez très bien lui mettre une routine de mobilité pour les hanches, une routine de renforcement pour le genou et une routine d'équilibre pour l'ensemble du corps. Ça, en 20 minutes, vous lui avez créé sa fiche parce que vous avez pris dans les différents entre guillemets, chapitres par région et vous lui avez créé sa fiche. Et c'est vraiment l'idée, c'est de créer des fiches individualisées. C'est-à-dire que l'idée, c'est que peut-être que dans 10 joueurs que vous avez, les 10 n'est pas les mêmes fiches. Et plus que ça après, c'est que ces fiches puissent évoluer au cours de la saison pour ne pas qu'il y ait une lassitude qui se mette en place. Donc, et j'enchaîne tout de suite. Les transitions sont belles, je trouve. Chaque fiche va durer entre 4 et 6 minutes. Et l'idée, c'est de pouvoir créer des routines qui durent entre 15 et 20 minutes maximum. Parce qu'après, déjà, c'est long. Et après, faut peut-être que vous entraîniez aussi au basket. C'est quand même la base de notre sport. On ne crée pas des bodybuilders, on ne crée pas des powerlifters ou des haltérophiles. On crée des baskets. Enfin, on travaille avec des basketteurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir les préparer pour ce sport-là. Et on va créer un peu il y aura une partie dans le livre qui sera un peu une notion de programmation, un peu une structuration. Et on a mis quatre points, un peu des focus sur des personnes, par exemple, qui auraient besoin d'un focus de mobilité, des focus de renforcement, des focus d'équilibre ou des focus d'agilité. Et l'idée sur cette dia-là, c'était de vous montrer un peu comment vous pourriez construire vos fiches. D'accord ? J'ai un jeune qui manque cruellement de mobilité. Pour ceux qui sont au diplôme de préparateur physique, on a pu vous montrer quelques vidéos de jeunes, vous allez très vite comprendre de qui on parle, qui ont manque de mobilité au niveau des hanches, manque de mobilité au niveau des chevilles. Et vous pouvez créer vous pouvez prendre 3 fiches de mobilité autour de ces articulations-là, plus une fiche de renforcement. Et voilà, vous avez créé votre fiche pour cet athlète-là. Un autre a besoin d'équilibre. On met ce focus autour de la mobilité, on met ce focus autour du renfort et une grosse partie autour de l'équilibre. On a vraiment voulu, pour l'ensemble des athlètes qui vont utiliser ces fiches-là, mettre un focus autour de la mobilité et autour du renforcement. C'est un peu les points clés de notre bouquin. Et après seulement mettre un focus sur les autres qualités. Car pour nous et par rapport à toutes les discussions qu'on a avec nos collègues, sans mobilité et sans force, sans renforcement, finalement, est-ce qu'on peut produire de l'équilibre? Est-ce qu'on peut être agile? Et est-ce qu'on peut être coordonné? Moi, j'en suis pas persuadé. Donc voilà. C'est un peu le focus qu'on a voulu mettre en place. Excuse-moi Mathieu, j'ai juste une question par rapport à ce que tu parlais sur l'agilité, même si c'était un peu en amont. Est-ce que dans les contenus d'agilité, tu inclus aussi la réactivité, notamment des temps de réaction complexes, vu que par exemple pour le basket en l'occurrence c'est une habilité ouverte, rajouter de l'incertitude dans les déplacements, des choses comme ça, même si ce qu'on voit souvent avant les matchs c'est célèbre les 2 balles de tennis qui tombent, des choses comme ça c'est du temps de réaction un peu plus facile, même si c'est toujours complexe. Mais est-ce que du coup les temps de réaction sont inclus dans l'agilité? C'est ça la question. Complètement. On a même réfléchi à des échauffements par 2.
D'accord. L'idée, c'est par exemple, tu es entraîneur, tu es préparateur physique d'une équipe même professionnelle. Tu veux mettre, comme ce que disait Manu, une des routines individuelles avant match. Toi, tu me parlais justement d'avant match. Et ben, tu peux le faire. Et tu peux même les mettre par deux. Et chacun peut avoir son focus. Donc oui, on a mis tout ce travail avec balle de tennis, on a mis tout ce travail même avec dribble. Tout ce qui est drills, on l'a inclus, mais avec un focus préparation physique. Bien sûr, tout ce qui est avec travail de plot, échelle de rythme, un peu tout ce qu'on pourrait retrouver en fait dans un gymnase. On est même allé plus loin à mettre des routines, mais ça plus sur le renfort, avec mini-band, avec élastique, avec TRX, sans matériel. On a poussé un peu la chose assez loin. On est juste resté sur du matériel que vous pouvez trouver, par exemple à Decathlon. Par exemple, on n'est pas parti sur des choses très très complexes et très technologiques. On est resté sur des choses très simples. Par exemple, chez Fortrainer. Par exemple, chez Fortrainer. C'est vrai. Non, mais le mec, il fait de la promo et il nous fracasse le mec, quoi. Enfin, j'ai répondu à la question. Decathlon. Ouais. Il fait de la... Fortrainer. Ouais, je suis pas bon en communication là-dessus. Il y a une question. Pas Decathlon, hein. Ouais, du coup, j'avais une petite question, parce que du coup, c'est hyper intéressant. Cette année, j'ai essayé de mettre ça en place sur les jeunes du centre. Alors, c'est peut-être un peu hors contexte là, mais à quel point, en fait, par rapport au coach, en fait, on va chercher les joueuses à 17h30 au lycée et vont changer à 45, vous devez être sur le terrain et on démarre l'entraînement. Et le gros problème, c'est qu'en fait, j'ai fait fiche, j'ai discuté aussi avec les kinés en début de saison par rapport à certaines pathologies, etc., à mettre en commun des fiches. Et du coup, en fait, les fiches, cette année, elles ont clairement servi à rien. Les joueuses s'en sont servies peut-être 2 fois dans l'année. Et du coup, à quel point, c'est ça qui reste compliqué cette année en discussion avec les coachs, on peut du coup forcer le truc, ce qui fait qu'en fait, les coachs vont perdre, je dis bien perdre entre guillemets, 15 à 20 minutes de leur entraînement, parce que du coup, ça compte sur leur entraînement perso. C'était plus... donc, je sais pas si c'est forcément un contexte. Ouais. Attention, là, on parle vraiment de routine individuelle. Donc, ça, c'est le premier point. Nous, là dans l'idée, c'est pas que ça prenne du temps sur la partie de l'entraîneur. C'est vraiment que... C'est faire aussi prendre conscience aux joueurs de manière générale qu'il faut qu'ils fassent un peu attention à eux et qu'ils peuvent bosser un peu. Donc ça, c'est à part, parce que ça, c'est sûr. Si on doit commencer, routine d'échauffement, 20 minutes. Derrière, tu veux faire échauffement collectif, 20 minutes. Là, le coach, il commence à te regarder, il va t'envoyer chier, quoi. Donc là, on est vraiment sur l'individu. Donc moi, j'ai même envie de te dire, là, je vais aller plus loin. On devrait peut-être pas s'appeler routine d'échauffement, parce qu'à un moment donné, et c'était la diapo qui arrive, c'est qu'on a voulu aussi faire des routines de pathologie. Moi, franchement, c'est un truc que tu peux mettre en place après l'entraînement, voire même à un autre moment, tu vois. Donc là, si on parle vraiment des besoins des gars, un gamin qui a besoin de mobilité, lui sortir une fiche de mobilité qu'il fait le soir après l'entraînement ou le dimanche ou je sais pas quand il regarde la télé et qu'il joue à son truc, il peut la faire, tu vois. Donc là, cette fiche-là, moi, à mon avis, il faut plus la prendre comme ça. Si on peut bien sûr la faire avant, top. C'est sûr que le joueur pro, ils ont tendance maintenant à avoir ces habitudes de venir avant l'entraînement et de s'occuper de leur corps, donc on est pile dedans. Là, tu rentres dans la vie pratique où tout le monde n'a pas le temps. Bon, il faut trouver d'autres solutions, ça c'est sûr. Pour compléter, alors sur les pôles, je sais que c'est une problématique, parce qu'il y a cette problématique de transport, justement. Et tout de suite, dès que vous arrivez, il y a entraînement. Tu peux commencer à intégrer ça sur les matchs. Alors, par contre, c'est encore une discussion avec les coachs, on est bien d'accord. Mais au lieu de... Enfin, tu vois, c'est les discussions qu'on a depuis le début. Au lieu de faire tourner tes athlètes pendant 30 minutes, à leur faire des gammes athlétiques, etc., est-ce que c'est pas aujourd'hui, en connaissant l'importance de l'individualisation, intéressant de mettre 15-20 minutes sur des routines individuelles, justement, où chaque joueur, en fonction de ses besoins et de ses pathologies ou de ses déficits, etc., ont leur routine. Et après, de faire la partie plus collective de l'échauffement d'avant-match. Moi, je pense que c'est intéressant. Et puis, pour tous ceux qui sont sur des jeunes en club, soit réussir à faire venir les jeunes 15 minutes avant, soit les faire rester 15 minutes après. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu voir même, c'est pour ça qu'on a créé des fiches de 4 à 5 minutes, enfin 4-6 minutes, pardon,
d'en faire qu'une en fait. D'en faire qu'une. Par contre, si tu as 2 entraînements par semaine, eh ben, tu répartis un peu tes besoins. Voilà. L'idée, c'est de faire quelque chose de très fonctionnel et très modulable. C'est vraiment de la modularité. Et par contre, ce sera sur la deuxième partie de notre bouquin, je pense, enfin, plutôt notre deuxième bouquin, que là, ça correspondra parfaitement à tes besoins, où on intégrera dans l'échauffement la préparation physique, mais dans l'échauffement collectif. Donc on passe sur les routines pathologies. Donc l'idée c'était aussi de répondre aux besoins. On sait que les athlètes se blessent et de répondre à ces petits besoins-là. J'ai eu des entorses, j'ai eu des problèmes de genoux, j'ai eu des tendinites, j'ai eu des périostites, j'ai eu des lésions musculaires. Enfin, vous voyez le truc, j'ai eu des pubalgies. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter que ça revienne ou pour essayer de m'en sortir un peu plus? Ça n'a pas l'ambition de remplacer les routines des kinés, hein, c'est pas du traitement. On est bien d'accord qu'on est sur de l'échauffement et sur plus un peu de la prévention, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc on va sortir un chapitre aussi sur toutes ces routines-là. Je pense que ça va intéresser pas mal de joueurs. Et également des routines qui seront plus spécialistes, qu'on a appelé spécialistes. Comme on vous a dit, au départ, les routines qu'on a faites, c'était juste un catalogue d'exercices et on est plutôt sur du général. Donc l'idée aussi, c'est de vous proposer des routines qui vont être spécialisées à chaque sport et à chaque pratique, qui sont différentes. Et ça m'a fait penser, quand on a parlé de la muscu, je pense qu'on peut se rajouter la muscu. Et l'idée, c'est comme ce que disait Sabine, hein, enfin, en tout cas, notre vision, nous, d'écrire un bouquin, c'est de créer une aventure avec plusieurs personnes, une aventure humaine. L'ensemble de ces fiches-là ne seront pas écrites par nous, elles seront écrites par des référents dans leur domaine, dans leur sport. Par exemple, sur le hand. On avait demandé à Olivier Morelli d'intervenir. Sur le volley, Christophe Keller. Enfin voilà, l'idée était d'aller chercher un spécialiste de chaque sport et qui nous montre et qui nous propose la façon dont il a de faire les routines de chaque sport. Voilà un peu. Et puis, on finit toujours par des petites photos, c'est toujours sympa. On fait semblant de travailler quand même, de temps en temps. On voulait surtout finir par ça, parce que je pense que c'est ce qui est ressorti depuis le début de la semaine. Et c'est ce qui nous caractérise. Et c'est pour ça surtout qu'on veut faire ces routines-là, qu'on veut écrire ce bouquin-là. C'est pour nous, plus que de la préparation physique, on parle d'aventure humaine, que ce soit pour écrire le bouquin, que ce soit avec nos collègues, dans les échanges qu'on a, mais surtout et avant tout pour les athlètes et pour les sportifs. D'accord. Pour moi, ils sont encore trop délaissés aujourd'hui sur l'accompagnement physique. Un basketteur vient, il fait du basket. Un footballeur, il vient, il fait du foot. Et quelqu'un qui court et qui fait de la course à pied, malheureusement, pareil, il court et il fait de la course à pied parce qu'il n'a pas d'encadrement et il ne sait pas quoi faire pour bien se préparer ou bien s'échauffer. Et donc l'idée, c'était de pouvoir accompagner chacun et chacune en fonction de ses besoins, en fonction de son histoire, en fonction de ses pathologies, en fonction de ses envies dans sa pratique sportive. De toute façon, là, comme vous le voyez sur les photos, on déconne beaucoup. Donc, résultat des courses, le bouquin, il avance pas vite. Donc là, si on vous a donné bien envie, va falloir attendre parce qu'il n'est pas prêt. Merci à vous deux. On peut les applaudir aussi.